Bonjour tout le monde. Dernière journée. OK, alors, avant de commencer, je vais juste... j'ai donné des slides à Marianne. On va mettre ça sur le site. Parce que c'est une année d'élection dans mes slides, à la fin, j'ai mis des links à des items, des suggestions sur le site de FileMaker. Alors, je vous encouragerai de voter pour mes idées. Et c'est les seules blagues que je vais faire à propos de l'élection aux États-Unis. OK. Aujourd'hui, on va parler de auditing. Et l'exemple que on va garder un exemple ensemble, mais c'est plutôt une discussion que j'aimerais avoir. Alors, vous pouvez interrompre à n'importe quel temps, demander des questions. OK? Alors, on a déjà vu, j'ai présenté l'autre jour, je suis Vincenzo Menano, directeur à Beeswax. Alors, on peut passer au travers de ça. Et mes deux enfants. Toc, toc. OK. Alors, les choses que j'aime, déjà, on a parlé de ça. OK. Auditing, c'est un des deux sujets pour moi que ça peut être très complexe. Alors, ça peut être très complexe très rapidement. L'autre sujet, c'est Sync. Et souvent, quand je parle avec Luc au bureau, on parle de Sync, on parle de Sync simple, ou one-way syncing. Et auditing, c'est aussi un grand sujet. Alors, c'est une discussion, quelque chose de discussion que j'aimerais avoir. Et qu'est-ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui existe déjà dans le domaine de auditing. Et comment est-ce qu'on dit, the journey, qu'est-ce qu'on a appris. Et je vais partager ça avec vous. Dans un cas spécifique, qu'est-ce qu'on a fait pour un certain client pour mettre ça en marche dans leur solution. On l'utilise et on trouve des choses qu'on pouvait l'améliorer. Alors, je vais partager ça avec vous. Et l'implémentation qu'on a pris, on a pris différentes implémentations. Et des challenges qu'il y a avec ça. Alors, OK. Alors, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Il y en a beaucoup de solutions. Il y en a une récemment que Fabrice a mis au public. Et c'est une très bonne solution. Et je vous encourage d'aller visiter toutes ces solutions. Elles sont à différents niveaux. Une dernière, quand j'étais à Portland, Matt Navarre a changé son nom de sa compagnie. Ça s'appelle AppWorks maintenant. Et avant, c'était MSN Media. Lui a fait une solution. Ça s'appelle FMlog. C'est disponible. Vous pouvez aller voir. Il a même enregistré un film pour expliquer comment ça fonctionne. Alors, il y a tous les niveaux. FM Data Guard, on a l'utilisé une fois. C'est une solution très, très robuste. Ça vient avec un plugin. Et c'est vraiment industriel si vous avez des besoins comme ça. En tout cas, ça, c'est des compagnies qui l'ont fait, ces solutions-là. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous une exploration qu'on a faite et comment est-ce qu'on est rendu à trouver que auditing, c'était une possibilité pour nous. Alors, première chose qu'on a commencé à s'inspirer, c'était avec PSOS. Alors, PSOS, tout le monde connaît PSOS, Perform Script on Server? Oui? OK, super. C'est la nouvelle fonction, je pense que c'était dans 14. C'est quelque chose que ça permet de dérouler le script sur le serveur. Il y avait beaucoup de curiosité là-dedans. Ça nous ouvrait les idées pour améliorer la performance. Et on a fait des blogs sur aussi importer des documents. En place de les importer localement, on pouvait transmettre le document sur le serveur
et faire l'importation directement sur le serveur. Maintenant, on est en train d'explorer aussi des exports, les préparer pour qu'ils soient déjà chargés. On fait des rapports sur le serveur, comme ça ils sont prêts. Alors, il y avait beaucoup de curiosité avec Perform Script on Server, mais il y avait aussi, comment est-ce que je veux dire, une timidité parce qu'on ne voulait pas surcharger la Perform Script on Server parce qu'il y a une certaine quantité qui peuvent dérouler en même temps. Et alors, on faisait très attention à ne pas en mettre trop en même temps, spécialement s'il y a beaucoup d'utilisateurs. L'autre chose que ça nous ouvrait les yeux, c'est les popovers. Ça améliore l'expérience de l'utilisateur. Et après ça, c'est des transactions. Les transactions, si vous connaissez le site de Todd Geist, lui, il fait beaucoup, depuis des années là-dedans, il y avait des vidéos. Si vous allez voir le site de Todd Geist, vous faisiez une recherche pour Todd Geist and Transactions. Il y a quelques vidéos qui expliquent comment ça fonctionne. Pour nous, qu'est-ce qui est intéressant avec ça? C'est utilisé en connexion avec PSOS. Alors, PSOS, Popovers and Transactions, ça nous a ouvert les yeux pour... peut-être à ce moment-là, on pourra aussi insérer la possibilité de faire du auditing. Ça veut dire que à ce moment-là, la combinaison de ces items-là, ça nous a permis de voir, on peut faire du auditing transactionnel. Alors, une des considérations pour cette approche, c'était parce que quand on est serveur et le client, chaque fois que vous regardez une fiche, c'est toutes les données, les data qui sont sur la fiche qui sont transmises du serveur au client. Okay? Si c'est un update ou un create record ou un view record, c'est toutes les données qui sont transmises down and up. Alors, des fois, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est qu'on voulait juste soumettre des changements, pas toute la fiche. Alors, pour voir que, disons, la fiche était très grande, on pouvait juste envoyer juste des petits changements. Ça c'était une des idées qu'on avait pensé. Et l'autre chose, c'est que en arrière de notre pensée, c'était des solutions qu'on faisait, c'était worldwide. Alors, les solutions qu'on développe, c'est des solutions qui existent en Californie, mais que des gens se connectent de l'Angleterre, Australie, Japan. Le pire, c'est la Chine. La connexion de la Chine, c'est vraiment, pas bien. Alors, avec toutes ces idées-là, on a comme fait une first implementation of this. On prend les données, on met un popover et on remplit les données dans des globales comme ça. On prend le mod count de la fiche et on la met dans un global aussi. À un moment donné, juste avant d'envoyer ça au serveur, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on regarde si on compare le mod count sur qu'est-ce qui existe sur le serveur avec qu'est-ce que nous on avait. Alors c'est dans un sens, on commence à éditer la fiche, on a un mod count de 5 et il y a quelqu'un d'autre qui a modifié la fiche. Ça change le mod count. Alors à ce moment-là, on décide, OK, il y a quelqu'un d'autre qui a modifié la fiche. Alors, s'il n'y en a pas quelqu'un d'autre qui a modifié la fiche, on fait nos changements et on met ça dans un array. Et après ça, on met tout ça on unpack the array et on met ça dans le logging, audit logging. Cette approche, ça nous permettait de regarder que peut-être il y a l'utilisateur A qui a modifié un ou plusieurs fiches à rubrique ABC, mais un autre utilisateur qui a modifié d'autres fiches. Alors, ça peut que le mod count ait changé, mais c'est pas important.
OK, alors ça peut que tes changements peuvent être quand même envoyés. Alors, ça nous a ouvert les yeux pour une autre approche. L'autre approche, c'est on génère un MD5 hash de les données. On met ça dans un espace global et on met les données dans les globales dans un popover. L'utilisateur fait les changements, génère un MD5 hash. S'ils sont différents, on les envoie au serveur. À ce moment-là, si ça marche transactionnellement, ben on fait le logging. Un autre raffinement que Mark a comme mise au point avec ça, c'est que on appelle cette approche, je ne sais pas comment dire en français, the ghost of Christmas past, present and future. Vous n'avez pas ça en français, je ne sais pas s'il y a des histoires de Christmas. OK, alors, the MD5 hash of the past, qu'est-ce qui existait avant? On génère le MD5 hash du présent. Alors, si le présent est différent de le passé, ça c'est une chose. L'autre, c'est que en attendant, peut-être quelqu'un sur le serveur aura changé ces items-là. Alors, à ce moment-là, on fait un check juste avant quand on est sur le serveur pour vérifier si le hash est changé. Alors, c'est quelqu'un d'autre qui a changé nos champs, nos rubriques, nos valeurs. À ce moment-là, s'il n'y a pas de changement, on envoie ça to the audit logging. Des questions avec ça? Non? Ça va? Oui. C'est fait. Alors, la question? Ça, c'est fait pour chaque interface? Pour chaque chose, ben, dans notre cas, il y avait des choses en particulier que le client voulait voulait vérifier exactement c'est qui a modifié le status du projet, c'est qui a modifié le budget de ce projet. Alors, ces choses-là, il y avait cette méthode de faire. Et pas dans toutes les données, mais il y a plusieurs données comme ça. D'autres questions? Non? OK. Il y avait, après du temps, qu'est-ce qu'on a découvert que Mark a mis beaucoup de fonctionnalités là-dedans et on a trouvé qu'il y avait certaines fonctionnalités qu'on avait qui, avec beaucoup de données, ça ralentissait. Alors, on a retiré un petit peu. Mais la fonctionnalité que je vais juste passer au travers. Après ça, on va regarder des exemples. Ça générait un Universal ID pour les thèmes, le nom de la personne, l'account name, le privilege set, le timestamp UTC. L'action, c'était un nouvel enregistrement, c'était une modification, des choses comme ça. C'est celle-là que, en interrogeant les données, la table de auditing, la façon que on le faisait avec du SQL, c'était une fonction aggregate et c'était très lent. Alors, à plus de données, et plus ça devenait plus long. Alors, on a changé ça. On avait quelque chose d'intéressant pour, comment est-ce qu'on dit, les commentaires. Alors, si pour faire, excusez, pour montrer au client quelque chose qui était lisible par rapport à c'est quoi le champ. Alors, en place, si on avait un commentaire, on prenait le commentaire. Si on avait un séparateur, on pouvait mettre encore le commentaire et prendre le label all de ça. Alors, il y avait beaucoup de flexibilité et avec ça. Le data format, je vais vous montrer ça tantôt. Des notes, on utilisait le field ID et alors, vous pouvez changer le nom des rubriques et ça continue à marcher aussi. Ça marchait très bien. Il y avait beaucoup d'autres choses. On pouvait faire du logging avec la répétition, le data type. Et ici, ça commençait à devenir quelque chose qu'on a comme retiré ces fonctions-là
parce qu'on a vu qu'on n'avait pas vraiment besoin. Alors, c'était des choses que Mark a rajoutées à la fin, mais en fin de compte, on a simplifié. OK. Alors, on va regarder un exemple. OK. OK. Alors ici, OK. Alors, ça, c'est les données. Ils sont pris d'une base de données aux États-Unis qui s'appelle data.gov et ça permet d'aller chercher des données, toutes sortes de choses. Moi, j'avais trouvé des données pour qu'est-ce qui a rapport avec des noms des enfants en Californie, en Arizona. Alors, le nom de le state, le genre, le sexe, l'année et le nom et combien d'occurrences de ce nom dans ce state-là pour cette année. Alors, on m'a montré la création. Alors ici, je vais vous montrer rapidement. Je vais mettre Luciano, male. Il y en avait peut-être 56. Je vais créer ça. Et le temps du logging, c'est marqué ici. Et les données sont enregistrées ici. Alors, on va regarder le script très rapidement. Alors, attends. Ça, c'est le popover. Ici, quand on crée, quand je vous ai dit, alors, ici, c'est juste pour préparer les globales. Alors ici, il y en a des valeurs qui sont remplies par défaut, juste pour accélérer un petit peu. Et après ça, c'est prêt. Alors ça, c'est le global, c'est dans un popover. Quand tu es prêt pour envoyer, OK. Ça déclenche un autre script ici. Et ce script-là, c'est comme un script qui branche si vous êtes local ou si vous êtes connecté sur un serveur. À ce moment-là, il fait la validation ici. Ça fait la validation que les valeurs qui sont supposées d'être là-dedans sont là. Après ça, il va faire un timing ici pour savoir combien de temps ça prend. Mais après ça, si c'est hébergé, il va déclencher le script ici, perform script on server. Sinon, il va déclencher celui-là ici. Et ça, c'est la façon qu'on génère les items qui vont aller dans le comment est-ce qu'on dit, the array. Alors, on a ça qu'on met les valeurs qui sont envoyées comme paramètres. Alors, on load toutes ces valeurs ici. Alors, si on arrive ici, à ce moment-là, on change on est sur le layout, on crée une nouvelle fiche. On prend l'idée de la fiche. OK, on met les valeurs dedans. Et ça, c'est une autre chose que je vais expliquer tantôt. C'est comme, parce que c'est transactionnel, on peut aussi toucher une fiche qui est le parent de cette fiche-là. Et à ce moment-là, quand on fait un update, on peut faire l'update comme un update transactionnel. OK, alors ça, c'est un trigger field dans la update registry table. Et on fait un commit. À ce moment-là, on pourra faire du checking ici pour voir si c'était, il n'y a pas de la validation, qu'il y avait des erreurs ou quoi que ce soit, mais dans ce cas-là, je n'ai pas mis de validation ici. Et si il n'y a pas d'erreur, à ce moment-là,
tu envoies tout ça à auditing. Sinon, tu fais un revert record et ta fiche n'a pas été créée et ton auditing n'est pas mis comme logged. OK, alors on a, si on regarde, attends un instant, si on regarde ici, the array, ça c'est chacun des items ici qu'on voit, item, ça va être une fiche. Alors, ça c'est une fiche qui est la création de cette fiche avec l'identificateur. Ça va devenir une fiche avec les données et avec les données qui sont marquées ici. Ça va être une fiche qui va identifier ce changement ici pour, dans ce cas ici, le state. Alors, ça c'est ce qu'on appelle créer the array. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on rentre dans le script de auditing et c'est lui qui fait prendre toutes les valeurs qui sont dans cet array. OK, alors on embarque the array. S'il est vide pour quelques raisons, on sort. Sinon, on va dans le layout the array et on fait un loop pour toutes les valeurs qui sont dans cet array. Alors, on fait des fiches là-dedans. On crée une fiche en bas avec les valeurs. Et après ça, celle-là ici, c'est une chose assez intéressante, c'est que parce qu'on fait du auditing et on a des différents types de rubriques, date, texte, numéro, timestamp, container, on met la valeur dans une rubrique semblable. Alors, c'est un numéro, on met une valeur dans le champ numérique. Et je vais vous montrer pourquoi c'est bien de faire ça. OK. Alors, on met tout ça dedans. Let's see here. OK, à la fin ici, on a fini de créer nos 5 ou 6 records. On sort. Et après ça, on sort le loop. On revient où on était. Et c'est fini. Oh, juste le timing. OK. Des questions avec ça? Non? Oui, David? Oui? Là, où ça? C'est quoi? Oui. Oh, tu as vu ça? Oh, parce que, OK, alors David, il a vu Sneaky Guy. Il a vu ça ici. Qu'est-ce qu'on faisait, c'est que à propos des images et des documents, qu'est-ce qu'on fait, c'est que on peut aussi faire que votre privilège, vous n'avez pas le droit de modifier la fiche. Mais parce que ça déroule sur le serveur et the audit array, les actions peuvent dérouler dans le sens que créer les données, update les données et the array sont des fonctions qui déroulent avec full access. Alors, tu as le droit de mettre des données, des changements comme ça. Mais avec les images en particulier, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on le mettait dans tu as une fiche qui est ta session. Alors, tu mets le container dans ton record. Et après ça, on envoie aussi l'identificateur de la fiche qui est ta session. Et avec ça, ça utilisait insert from URL, l'item, le document dans la place où c'était dans le auditing. Alors, il y avait une path pour ça et tout ça. Mais j'ai pas l'exemple tout à fait complété avec les nouvelles fonctions ici. Mais je peux t'envoyer tantôt, si tu veux. OK. D'autres questions? OK. Je voulais vous montrer OK, les labels ici. Comme je vous disais avant, les labels, on voit que on a le nom de la rubrique ici.
Et ici, on a gender and state. Si on regarde un peu, let's see, baby name. Ici, il n'y a pas de commentaires, mais state, on a des commentaires ici. Tu peux mettre tes commentaires en avant. Et qu'est-ce que ça prend? Ça prend la valeur ici à côté. Alors, ici, je peux mettre baby name, comme ça, et ça prendrait ça. Ou, si je veux, je pourrais mettre comme ça. Alors, ça prendrait ce côté-là. S'il existe un pipe, sinon, ça prendrait juste qu'est-ce qui existe dans les commentaires. Sinon, ça prend le nom de la rubrique. Alors, quand je fais une autre entrée, on va voir que ça prend le nom qui était à côté. Et c'est très pratique parce que souvent, quand tu veux montrer ça aux clients, ils veulent voir, c'est pas le nom de la rubrique elle-même qui le client veut voir, s'il veut voir quelque chose de lisible de qu'est-ce que c'est le data. L'autre chose que j'ai expliqué avant, c'est que le data type, alors on a texte et numéro ici. Alors, dans le cas, excusez, OK. Dans le cas où on a besoin de présenter quelque chose de différent pour le numéro, OK, ça c'est ici, data format. Attends un instant, je vais déplacer ça un petit peu. Et celui-là. Souvent, quand on met un champ dans un portal, moi, qu'est-ce que d'habitude je fais toujours? Je déplace mon portal pour savoir qu'il est vraiment dedans, parce que je me méfie que FileMaker l'a mis dedans. OK, alors le data type, si des fois, les numéros sont particuliers parce que tu peux avoir des numéros et le client veut savoir si c'est juste un numéro, une quantité. Peut-être ça peut être comment est-ce qu'on dit, a currency, une valeur de montant. Ça peut être un poids, ça peut être une température. Alors, ici, qu'est-ce qu'on pourra faire? C'est que quand on envoie, let's see, where is it? Alors, attends un instant. Ici. OK, ici. L'occurrence du format, je dois l'envoyer dans quand je le prépare ici. Hello. What happened? What happened? What happened to my thing? Huh. OK. OK. Voilà. So ici, on pourra mettre occurrence data type et let's see, F type. Est-ce que c'est là? Occurrence data format. Je me rappelle pas si je l'avais désactivé. Voilà. Type. OK, attends un instant. Data format. OK, il est ici. Maybe it's in my editing. Type. No. OK, c'était dans l'autre exemple. Excusez-moi. Alors, je l'avais dans l'autre exemple. En fin de compte, c'est dans un autre fichier. Mais l'idée, c'est que quand tu passes le data format dedans, qu'est-ce qui se permet, c'est que tu peux avoir un item ici qui dit que tu peux le masquer avec un calcul qui dit que le data type, où est-ce que le data type, s'il est, excusez-moi, le data format, s'il est
kilograms ou quoi que ce soit, tu peux mettre deux rubriques. Alors, ça veut dire que, disons, je fais une rubrique comme ça, c'est le numéro, et je lui donne une condition que, par exemple, je dirais que le data type, le data format est égal à kg. À ce moment-là, lui va être pas égal. Alors, lui, il va s'exposer d'une façon différente. Alors, à ce moment-là, il va être juste visible quand il y ait le data format de kilograms. Alors, ça veut dire que je peux avoir la flexibilité de la présentation de montrer des différentes valeurs. Alors, si c'est texte, si c'est numéro, si c'est date, je peux faire des formatage ici, de dire que lui va être comme en décimale. Et à ce moment-là, je vais mettre un symbole comme ça à la fin. Alors, ça va se présenter seulement cette rubrique-là dans ma liste. Et c'était important pour les clients de voir que si on avait une quantité ou des valeurs, de présenter les données d'une façon spécifique. Alors, ça ici, si je le mets... mais à ce moment-là, il faut que si tu mets plusieurs d'une même rubrique sur le modèle, il faut qu'ils ont tous une façon d'être masqués. Ça veut dire que celle-là, ça doit être un data type pour, quantity ou quoi que ce soit. Sinon, tu vas avoir des valeurs qui they will overlap. OK. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? OK, so l'update, on va regarder un peu comment est-ce qu'on fait pour l'update. Des questions jusqu'à maintenant? Non? OK. L'update. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, c'est qu'on va mettre, on va changer deux rubriques. Alors, on rentre dans des globales, ici, la valeur qui existe ici. Après ça, on génère qu'est-ce que je disais avant? The MD5 hash du passé. OK? Ça ici, c'est très simple de faire. Alors, je vais vous montrer ici. C'est tout simplement ça. C'est une fonction qui existe pour quand tu gères des containers. Et c'est une getContainerAttribute. Tu peux passer une liste de valeurs, OK? Et tu lui dis que tu veux un hash de ça. Alors, qu'est-ce que ça donne, en effet? C'est que ça donne ça ici. Alors, ça donne ça ici. Ça donne une hash de les valeurs que vous avez envoyées dans ça. Alors, vous pouvez en mettre ici une liste de rubriques que vous voulez, que ça donne comme une signature de ces données-là. Alors, c'est uniquement pour comment les données sont là-dedans. Alors, tu peux rajouter plusieurs rubriques là-dedans dans cette liste. Et ça, c'est la signature de comment est-ce que sont les données à ce moment-là. OK. Après ça, on rentre, on a généré notre hash. Et ici, maintenant, l'utilisateur est en train de modifier ces données-là. Alors, si je mets 50, can I go in here? 50. Et je fais un update. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il génère? C'est, il prend le MD5 hash qui existait ici, il le met dans un variable. So, past, current and future. Alors, ça, c'est past, current and future. Current, c'est le MD5 hash qui est à propos de des valeurs qui existent maintenant. Alors, ça, c'est le passé. Past and current. On peut voir directement qu'ils sont
qui sont différents. OK? Et après ça, Future MD5 Hash, tu peux le faire. Ici, c'est fait ici, mais tu peux aussi le faire une fois que c'est envoyé sur le serveur. Alors, à ce moment-là, quand tu as trouvé la fiche, tu peux générer le Future Hash et les comparer de l'autre façon aussi. Dans ce cas ici, c'est fait maintenant. Dans la situation que tu as quelqu'un qui a modifié une fiche sur le serveur, dépendant, ça dépend combien, comment est-ce que je dis, c'est how busy the server is. Okay? Alors, si le serveur est très, très occupé, il va peut-être pas avoir eu le temps d'envoyer le changement de cette fiche à tous les clients. Alors, à ce moment-là, c'est plus intéressant de faire ce checking à la dernière minute quand tu l'envoies sur PSOS. À ce moment-là, parce que la fiche était commise, tu peux vérifier à ce moment-là s'il y avait eu quelqu'un d'autre qui a déjà fait des changements. Ici, on fait le check du passé avec le courant. Si c'est égal, on ne fait rien, mais si ce n'est pas égal, ben, on fait le check avec le futur. Et ça serait le check aussi sur le serveur que tu fasses ça. À ce moment-là, on fait un update. Ici, comment est-ce qu'on dit, on extrait les variables qui sont dans the array. Excusez. Et après ça, on va aller chercher, parce qu'une des variables, c'est la fiche, l'identificateur de la fiche. OK? OK, on va aller ici. On va aller sur le layout. Alors, on est sur le layout, le même layout que celle-là. On fait une recherche pour la fiche en question. On est sur la bonne fiche. OK? Et après ça, ben, on essaie de verrouiller la fiche. OK? Parce que dans le cas où il y a quelqu'un d'autre qui l'a verrouillé, l'idée avec ça, c'est qu'on n'exposait jamais, si je regarde ici, je peux les rentrer dedans, dans les rubriques sur le layout qui est visible. Mais d'habitude, qu'est-ce qu'on faisait? C'est que la seule manière de changer ces données, c'était d'aller dans le popover pour rentrer les données. À ce moment-là, quand on les envoie, ou que ce soit une nouvelle fiche, ou que ce soit une update, parce que c'est transactionnel, ça va être une fraction de moment où la fiche est verrouillée. Alors, dans ce moment-là, alors ici, ça va verrouiller la fiche. OK? Et s'il y a une erreur, on sort. Ici, on essaie de verrouiller le parent aussi, parce que on a la possibilité, on peut regarder la relation, et il y a une possibilité de verrouiller aussi d'autres fiches en même temps. Et s'il y a une erreur là-dedans, on essaie aussi de retourner. Sinon, si ça marche, ben à ce moment-là, c'est ici qu'on fait la mise à jour des données. OK? Alors, ici, on met les données dans la fiche. Il n'y a pas eu de changement avec le nom. Il y a eu un changement avec les occurrences. Et on rentre ça dans the array. We append the array. À ce moment-là, ça si c'est commise et il n'y a pas eu d'erreur, à ce moment-là, on va aller update the registry timestamp. Je vais vous montrer ça tantôt. À ce moment-là, on envoie les valeurs à the array function. Et après ça, on met dans the array les changements qui sont eu lieu. Alors, c'est vraiment une approche le plus possible transactionnelle. Et on retourne ici et on va voir que cette data ici a été changée
à 50. On n'a pas, dans le sens qu'on a de la valeur avant et après. C'est pas rentré dans la fiche, mais ça pourrait se ajuster très facilement. Ça veut dire, qu'est-ce que était la valeur à le moment quand on a rentré ces données-là, le valeur avant et après. Mais comme on a l'identificateur de la rubrique, on peut voir l'historique de qu'est-ce qui était avec cette rubrique-là. Alors, avant, c'était 100, maintenant, c'était 50. OK. Let's see here. Je parlais un peu de l'autre table. Alors, je vais vous montrer Registry. OK. L'autre table, il y a une relation avec baby names où il y a the state and the year. OK? Alors, ici, on voit que on a Californie 2012 et il y a le total des noms. OK? Le total des noms, total names, dans cette table-là, c'est un calcul qui est... OK, il y a deux parties à ça. Alors, cette partie-là est en train de fonctionner. C'est un calcul... expliquer ça un petit peu. D'habitude, avec FileMaker, si je voudrais avoir quelque chose, un calcul qui est unrelated data, alors, ça, c'est des données qui sont reliées avec, qui viennent de cette table ici. OK? Alors, si je veux avoir un total, je fais ça, comme ça, OK? D'habitude, c'est comme ça qu'on fait nos calculs. Disons, on veut avoir une somme de data qui est reliée à cette fiche-là, OK? The related record. Quand je fais ça, automatiquement, FileMaker le fait qu'il n'est pas stocké, OK? Et dans une solution qu'on avait, les clients, ils étaient partout au monde, Japan, Australia, toutes les places. On a trouvé que c'était très lent. Il y avait beaucoup de données, c'était très lent parce qu'ils devaient aller chercher des données, faire des calculs et tout ça. Et si on fait une approche transactionnelle, il faut, quand tu brises ces règles-là, il faut que tu aies une manière de faire en sorte que les datas sont accurate, sont justes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a brisé les règles, mais on a mis une place à fixed point. Le point, c'est celui-là ici. C'est le timestamp qui va affecter le mise à jour de tous ces calculs qui doivent être, disons, stockés, disons. Alors ici, c'est pour ça que ça ici, ça dit juste tout simplement parce qu'on réfère au update. Le calcul est comment est-ce qu'on dit, rafraîchi. À ce moment-là, on ne retourne rien de cet appel-là. Et qu'est-ce qu'on a? On a le résultat de qu'est-ce qu'on voulait. Alors, ça se peut que tu peux avoir beaucoup de calculs dans ta table qui sont dépendants à comment est-ce qu'on dit, un trigger pour que le fiche se tienne à jour. J'ai deux exemples ici. Celle-là ici, okay, c'était une fonction qu'on faisait avec SQL. Et quand on fait des fonctions aggregate avec SQL et on a des fiches qui ne sont pas commises, c'est très lent. Le plus de fiches que vous avez, ça devient très, très lent. Alors, en place, celle-là ici, c'est la façon que c'est beaucoup plus rapide. Mais il faut faire attention parce que il y a deux choses qui sont différentes avec quand tu utilises ça qu'il faut savoir. Alors, si la fiche, les données que vous êtes en train d'aller chercher sont pas commises, celle-là ici,
ça ne va pas aller chercher les valeurs qui ne sont pas commises. En place que celle-là est capable d'aller chercher même des valeurs qui ne sont pas commises. OK? Alors, c'est une it's a very subtle difference, mais il faut comprendre quelle est la différence. Alors, parce qu'on a fait comme ça, on a brisé comme, on a explicitement, on purpose, we made this decision, on a fait comme ça. Ça nous a permis de prendre la solution qui avait 117 calculs qui étaient non stockés et la changer pour des calculs qui étaient stockés. Alors, un exemple, c'était une tabelle de projets qui avait toutes sortes de calculs non stockés sur des tâches, des combien de tâches et tout ça. Dans la liste, qu'est-ce qu'on voyait? C'était juste des valeurs stockées. Alors, elle n'avait pas besoin d'aller calculer le nombre de tâches, le nombre de changements, de quoi que ce soit. C'était toutes des valeurs juste stockées. Alors, ça roulait très rapidement. Très rapidement. Et si vous commencez à penser cloud et tout ça, il y aura peut-être des possibilités que je n'ai pas vérifiées avec la quantité de données qui sont transmises du serveur quand tu as besoin de faire des calculs comme ça. Mais ça se peut que ça peut être un peu plus léger. OK. Il y a des questions sur ça? Non? Oui? Oui? Je mets à jour ma fiche. Tu mets à jour ta fiche et c'est à ce moment-là que le calcul se fait. C'est-à-dire que oui, alors, c'est sur la modification d'une fiche. Oui, alors par exemple, ici, registry. OK. Alors, j'ai le calcul ici qu'il n'est pas stocké. Si je mets ce calcul ici. OK. Alors, why is that? C'est... Pourquoi est-ce que j'ai... Okay. That's interesting. Registry. Unstored. Des idées? No? What's that? Oh, I have no related records. Oh, yeah, I have no related records. Oh, yeah, okay. I have no related records. Okay, so California. Okay. So, alors, on voit ici, celle-là, c'est pas mise à jour. Je mets un update sur le timestamp. Et voilà. OK. Celle-là, c'était... oui, alors, dans un sens, il faut vraiment contrôler ce point-là. Sinon, oui, ça, c'est très important. Alors, ici, c'est... Comment je veux dire? On peut les changer, ces données-là. Mais d'habitude, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on les rubriques ne sont pas rentrables. Alors, la fiche, la seule manière de faire changement à la fiche, c'est d'aller ici, faire la modification, faire l'update, et après ça, c'est mise à jour avec une transaction. Alors, quand tu vas dans cette approche-là, pour nous, c'était pour deux raisons. La première raison, c'est la rapidité, parce qu'on pouvait mettre à jour les données et d'une façon que c'était very light. Ça n'avait pas de poids. Et l'autre raison, c'est à ce moment-là parce que les clients voulaient aussi savoir qu'il y avait des changements, qui est-ce qu'il les a fait. Avec des données qui sont supprimées, il faut faire aussi en sorte que le client ne supprime pas la fiche. Qu'est-ce qui se passe, c'est que tu dis, je veux supprimer, tu hijack the delete record avec des fonctions dans le menu pour déclencher un script. Tu envoies l'identificateur ici, le ID de cette fiche à le serveur. Tu dis, supprime la fiche. Avant de supprimer la fiche, tu fais un audit. Non, excusez-moi.
tu as toutes les infos. Tu supprimes la fiche. Si tu es successful, tu as supprimé la fiche, tu fais le auditing. Les choses qui sont un peu difficiles ou de mettre en place, c'est, par exemple, cette fiche représente un nom d'un enfant. Alors, l'enfant, le nombre d'occurrences de cet enfant en Californie. Si quelqu'un veut voir qui a changé ça ou quel est l'historique, s'il va dans le auditing, il faut... tu ne peux pas montrer au client, OK, j'ai le unique identifier. Ça n'a rien à voir. Le client ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est. Alors, de trouver une façon de générer un nom, vraiment du début, qui représente la fiche dans sa vie, à ce moment-là, la personne peut regarder, dire, OK, le nom du projet et voir tous les changements. Actuellement, par accident, j'ai changé l'identificateur ici. OK. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose que les clients peuvent voir et en place de juste l'identificateur ici. Il y a Create, Update, Delete. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des import. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est qu'on n'importe jamais directement dans la tabelle où on met des données. On importe dans un staging table. On fait des validations. À ce moment-là, tu as le contrôle exactement de la même façon que tu as quand tu crées la fiche. Tu fais l'array, tu l'envoies à auditing, les données sont mises dedans la fiche et le auditing est fait dans la table. D'autres questions? Non? Import, replace. Tu sais, on peut faire des choses, replace field contents, des choses comme ça, on ne les permet pas. On met des menus dedans et on ne permet pas. Aussi, tu peux aussi verrouiller que ça ne peut pas se faire parce que je peux faire un login comme user, OK? Et même si le user n'est pas capable de faire aucun changement. Alors, même si vous voulez faire, tu vois ces grises. Alors, il ne peut pas changer ça. La seule manière de le faire, la mise à jour, ça serait de le faire transactionnellement, comme ça. Oh, je l'ai brisé. I don't know what happened. OK. Mais il faudrait le faire transactionnellement avec le droit d'accès, complete access. Je comprends pourquoi ça n'a pas marché ici, parce que je ne suis pas hébergé. Alors, le script il devrait marcher sur le serveur et mettre ça à jour. Mais peut-être il y a une autre erreur, je ne sais pas. OK. Import, replace, delete. Est-ce qu'il y avait d'autres? Duplicate, c'est aussi une autre fonction que tu pourrais attraper avec une condition dans le script. Tu as l'identification. Dans ce cas-là, si tu as besoin des fonctions comme ça, tu peux aussi prendre l'identificateur d'où est-ce qu'il vient, le mettre, tu peux repointer l'utilisateur à la fiche originellement qui a créé un duplicat. Mais ça marche bien. La seule chose qu'on a découvert, c'est qu'il ne faut pas interroger la table de auditing. C'est vraiment l'idée, c'est tu embarques les données dedans et tu l'interroges pas. Tu peux l'interroger dans le sens que si tu veux aller voir, c'est telle personne qui a fait quoi, quel jour, mais dans le besoin de comment est-ce qu'on dire, de le besoin de faire les transactions, il faut que ça soit très, très rapide. Et l'autre chose qu'on a faite, c'est que on a mesuré la durée de temps chaque fois qu'on appelait le script qui déroulait sur le serveur et on faisait du logging pour savoir s'il y avait
combien de transactions PSOS qui étaient ouvertes à le début et à la fin. Et comme ça, parce qu'on était très concernés, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui trapaient les données, et on était très concernés que ça allait, it would overload the number of sessions that you're allowed with PSOS. Okay, I want to see here if we have anything else. Les challenges qu'on a trouvés, c'est encore l'identificateur qui est quelque chose que le client peut regarder. Alors, pour chaque cas, c'est quelque chose que vous peut-être devez penser à faire. Le nom du projet, c'est au début, c'est capté au point d'entrée. Alors, vous pouvez mettre ça comme un point pour faire voir le client qu'est-ce que c'est. Delete record, delete all records, truncate table, des choses que delete record, vous pouvez le faire, mais delete all records, ça peut se faire aussi, mais ça doit être contrôlé. Replace, on a parlé de ça. Duplicate, les custom menu sets. Il y a eu un changement à un moment donné que vous pouvez aussi disable. Tu peux disable AppleScript access and ActiveX access. OK? Alors, il y a un extended privilege set. Vous pouvez faire ça. Alors, si vous avez des utilisateurs qui sont très doués avec AppleScript et qui veulent rentrer et faire des changements, tu peux le désactiver. OK. Benefits, c'est l'information que les gens demandent souvent, veulent savoir c'est quoi qui a changé, l'historique de changement. Il y a beaucoup de... le downside, c'est que tu as besoin de cette approche-là, tu as besoin des rubriques globales. Alors, c'est un peu quelque chose que ça prend un peu plus de poids dans ce sens-là. Mais, et c'est un des bénéfices, c'est le ID. Alors, même si tu changes le nom de la rubrique, ça peut marcher. Et tu peux mettre des notes aussi. D'autres choses, friendly labels, les formats des data. Et c'était vraiment désigné, cette approche-là, c'était désigné pour une fiche à la fois. Tu peux faire des changements, toutes tes tâches sont finies. Je veux marquer toutes les tâches finies. Tu l'envoies, tu trouves les tâches et tu le fais une à la fois comme ça. Alors, c'est pas vraiment fait pour faire des grandes edits sur des grandes data relationnelles, des choses comme ça. Peut-être des autres systèmes. C'est pas fait pour réétablir des données. Il y a quelque chose que Fabrice a fait, il faut vraiment regarder. J'ai pas eu le temps avant de venir ici parce que lui il dit que on peut faire, comment est-ce qu'on dit, un restore. Restore. Rollback, c'est ça, merci. Tu peux, avec cette technique-là, faire une approche avec plusieurs rubriques. Alors, ça, c'est les solutions. Ça, c'est la session. D'autres questions? Non? OK, cool. Vous allez tout faire du auditing transactionnel. Merci beaucoup.